Imagine que c'est tout ce que tu as pour la journée. Cette demi-bouteille, 25 centilitres, pour boire, pour cuisiner, pour te laver, tout. Ça te paraît absurde, non? Pourtant, en 2018, une ville de 4 millions d'habitants en Afrique du Sud a failli en arriver là. Des files d'attente pour remplir les bidons, des flics devant les points d'eau. 4 millions de personnes à deux doigts de ne plus avoir une seule goutte au robinet. Et ce qui a provoqué ça, c'est un truc que tu ne sens même pas. 1 degré. Le 22 juillet 2024, la Terre a battu son record de température. 17,16 degrés de moyenne mondiale. 17 degrés. Là, tout de suite, ça te fait rien, t'as plus chaud dans ta chambre en ce moment. Sauf que c'est une moyenne de toute la planète. Les déserts, les océans, les pôles, tout. Et en climatologie, c'est énorme. C'est comme si la Terre montait en fièvre. Et 1 degré de fièvre planétaire, ça change tout. 2024, c'est d'ailleurs la première année de l'histoire à dépasser le fameux seuil de 1,5 degré au-dessus de l'ère pré-industrielle. Ce seuil qu'on nous répète depuis des années comme la ligne rouge à ne pas franchir. On l'a franchi. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ce petit degré invisible transforme l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange et même les maladies qu'on attrape. Et pourquoi cette bouteille pourrait un jour être tout ce qui te reste. Pour comprendre, il faut commencer par un truc bizarre. L'air chaud, c'est une éponge. L'atmosphère, tu peux la voir comme une éponge géante au-dessus de nos têtes. Et cette éponge, elle a une particularité. Plus tu la chauffes, plus elle grossit. C'est de la physique pure. Pour chaque degré de plus, l'air peut contenir 7% d'humidité en plus. Ça s'appelle la relation de Clausius-Clapeyron. Le nom est imbuvable, mais le principe est simple. L'air plus chaud, éponge plus grosse. Et ça, tant qu'elle absorbe, tout va bien. Le problème, c'est quand elle se vide. Parce qu'une éponge 7% plus grosse, quand elle lâche son eau, elle en lâche plus. Beaucoup plus. Et d'un coup. En avril 2024, Dubaï, on a fait l'expérience. En une seule journée, il est tombé 254 mm de pluie dans la région d'Aïn Aïn. 254 mm. Et pour te donner une idée, c'est équivalent d'1 an et demi de pluie. En 24 heures, dans un désert, les routes étaient sous l'eau. Des voitures flottaient dans des tunnels. Plus de 20 personnes sont mortes entre Oman et les Émirats. Et c'était pas un film catastrophe. C'était avril 2024. Tu vois, le truc contre-intuitif avec le réchauffement, c'est qu'on imagine que plus chaud, ça veut dire plus sec. En fait, c'est souvent le contraire. Plus chaud, ça veut dire plus d'eau dans l'air. Et plus d'eau dans l'air, ça veut dire que quand ça tombe fort. Et ce qui s'est passé à Dubaï, c'est pas un accident isolé. 2024, c'est l'année la plus chaude jamais mesurée. Plus 1,55 degrés au-dessus de l'ère pré-industrielle. La première année civile au-dessus de ceux de Paris. Et quand tu regardes les extrêmes, ça donne le vertige. Death Valley, en Californie, 42,5 degrés. De moyenne, surtout le mois de juillet. Pas un pic dans l'après-midi, une moyenne. Pendant 31 jours, les rails de train se déforment, le bitume ramollit et les infrastructures commencent à lâcher. Et le pire, c'est que c'est pas un pic, c'est une tendance. Les 10 années entre 2015 et 2025, on les 10 plus chaudes jamais enregistrées. On bat des records comme d'autres battent des œufs. Sauf que là, la recette, personne ne veut la goûter. Ouais. Bon, résumons. Plus chaude, plus d'eau dans l'air. Événement extrême, plus violente. L'éponge se remplit, l'éponge se vide, et à chaque fois, c'est la déluge. Le mécanisme est posé. Mais toute cette eau en plus, tu te dis que c'est une bonne nouvelle, non? Plus d'eau, c'est mieux, non? Non. Sur toute l'eau qui existe sur Terre, les océans, les rivières, les glaciers, les nappes souterraines, tout, 97% est salé, inutilisable. Le reste, il est coincé dans les glaciers où on fuit tellement profond qu'on ne peut pas y accéder. Ce qui te reste pour boire, pour irriguer, pour te laver. Imagine 200 verres d'eau alignés sur une table. Et tu as le droit d'en boire un seul. Les 199 autres, tu les regardes. Et ce demi-pourcent, il est en train de se faire grignoter. Parce que quand la planète chauffe, la mer monte. Et elle monte pour deux raisons qu'on connaît. Les glaciers fondent, oui. Mais aussi un truc plus vicieux. L'eau se dilate quand elle chauffe.
C'est de la physique de base. Tu chauffes un litre d'eau d'un degré, il gonfle d'à peine un cinquième de millimètre. Invisible. Mais l'océan, c'est pas un litre, c'est des milliards de litres sur des kilomètres de profondeur. Et là, ce petit gonflement, il se transforme en centimètres, en dizaines de centimètres. Depuis le début du XXe siècle, le niveau de la mer a déjà monté d'environ 20 cm et le rythme accélère. On est à 3 à 4 mm par an aujourd'hui. Et voilà le piège. Quand la mer monte, l'eau salée s'infiltre dans les nappes phréatiques côtières. Ton eau douce, celle que tu bois tous les jours, devient salée par en dessus, sans que tu le vois. Et tu veux un exemple? Tuvalu, un archipel du Pacifique. Le point le plus haut du pays, c'est 4,50 m au-dessus de la mer. 4,50 m, c'est la hauteur d'un plafond et demi. Là-bas, la mer monte de 5 mm par an. Ça paraît rien, mais quand un pays entier dépasse à peine les vagues, chaque millimètre est une menace. En 2021, le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu a fait son discours de COP26, les pieds dans l'eau. Littéralement, debout sur un bout de terre déjà grignoté par l'océan. En costume, de là jusqu'aux chevilles. C'était pas une mise en scène ridicule, c'était un cri d'alarme. Leur pays est en train de couler. Et Tuvalu, c'est l'extrême, mais le problème, il est partout. Aujourd'hui, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable sûre. 2 milliards, un quart de l'humanité. Et là, tu te dis, s'il y a plus d'eau dans l'air, ça devrait aider, non? Non. Parce que recevoir 1 an et demi de pluie en une journée, puis plus rien pendant 6 mois, c'est la pire configuration possible pour gérer l'eau. L'eau arrive trop vite, trop fort. Elle inonde, elle détruit, elle ruisselle. Elle emporte la pollution avec elle. Et après, plus rien. La sécheresse, les réservoirs vides, les nappes qui ne se rechargent pas. C'est le paradoxe. Plus d'eau partout, moins d'eau potable. L'eau existe en quantité. Elle manque juste là où il faut, quand il faut, et sans sel ni pollution dedans. Et dessaler l'eau de la mer? Ça existe, oui. Il y a des usines au Moyen-Orient, en Australie, mais c'est horriblement cher. Et ça consomme une énergie folle. C'est un peu comme filtrer du sel dans du café. Ça marche, mais tout le monde n'a pas les moyens. Bon, on a compris le paradoxe. Mais concrètement, quand l'eau manque vraiment, ça ressemble à quoi au quotidien? Pour savoir, il suffit de regarder ce qui s'est passé au Cap en 2018. Le Cap, Afrique du Sud, 4 millions d'habitants, 3 ans de sécheresse, record de fil. Les barrages se vident. Les rivières sont à sec. Et un matin, les autorités annoncent un truc que personne n'avait jamais entendu dans une grande ville moderne. Le Day Zero, le jour où on coupe les robinets. On n'en est pas arrivé là, mais on a frôlé. Au plus fort de la crise, chaque habitant du CAP était limité à 50 litres d'eau par jour. Pour tout, pour boire, cuisiner, se laver, tirer la chasse d'eau, 50 litres. Et pour te donner une idée, une douche de 10 minutes, c'est 100 litres. Donc avec 50 litres, ta douche, elle dure 5 minutes, maximum. Une chasse d'eau, c'est 6 à 9 litres, donc tu tires pas la chasse à chaque fois. Tu choisis. Et le reste, boire, faire la vaisselle, cuisiner, tu te débrouilles avec ce qu'il te reste. Et ça, c'était le plan A. Le plan B, c'était pire. Si les barrages poussaient sous 13,5% de leur capacité, la ville coupait l'eau courante. Terminé. Plus rien en robinet. Des pointes de distribution dans la ville, avec des flics pour gérer les fils. Et chaque personne aurait eu droit à 25 litres par jour. 25 litres, c'est 50 demi-bouteilles de 500 ml. Aligné sur une table, c'est ta journée. Pour tout. Le CAP a évité le Day Zero de justesse. Les gens ont économisé comme des dingues, et un peu de pluie finit par retomber. Mais c'était un signal, parce que ce qui s'est passé au CAP, c'est pas une anomalie. C'est un aperçu. Et tu sais ce qu'on oublie souvent avec de l'eau? C'est que c'est pas juste pour boire, c'est pour faire pousser ce qu'on mange. Chaque grain de blé, chaque fruit, chaque légume, c'est de l'eau transformée en nourriture. Et si l'eau manque, c'est pas juste ta douche qui est raccourcie, c'est ton assiette qui se vide. Parce que sans eau, pas de nourriture. Et ton assiette, en 2126, tu ne la reconnaîtrais pas. Imagine ton petit déjeuner. Un toast à l'avocat, un bol de muesli avec du lait, un café, une tranche de mangue. Classique, instagrammable. Sauf qu'en 2056, presque rien de cette table n'existera telle qu'elle.
Du moins, pas pour toi et moi. Commençons par le toast. L'avocat, c'est quasiment l'emblème du fruit mondialisé. Il pousse sous climat subtropical. Et il y a une petite particularité. Il boit comme un trou. Il faut environ 2000 litres d'eau pour produire un seul kilo d'avocat. C'est 4 fois plus que pour les oranges. 10 fois plus que pour les tomates. Ton toast à l'avocat, c'est de l'eau cachée. Et cette eau, elle vient de quelque part. Au Chili, dans la région de Petorca, des rivières entières sont asséchées à cause de la culture intensive de l'avocat pour exportation. Des villages se retrouvent sans eau parce que de l'autre côté de la planète, on veut du guacamole. En 2126, soit on aura inventé des avocats qui boivent moins, soit l'avocat sera redevenu un produit de luxe. Ton brunch du dimanche, c'est peut-être un souvenir de l'ancien monde. Passons au bol de céréales. Et là, ça devient vraiment sérieux. Le blé, le riz, le maïs. 3 plantes. Juste 3. Et ces 3 plantes fournissent 60% des calories de l'humanité. On a mis tous nos œufs dans 3 paniers. Et ces 3 paniers, le réchauffement est en train de les renverser. Parce que chaque degré de plus fait baisser les rendements agricoles de 5 à 10%. Pourquoi ? La chaleur accélère le cycle de la plante. Elle pousse trop vite, elle a moins de temps pour faire les grains. Et au-dessus de 35 degrés, pendant les floraisons, le pollen se stérilise. Littéralement, le blé fleurit, mais il produit rien. On récolte moins de grains par épi. Et ça, c'est avec 1 ou 2 degrés de plus. Imagine à 3 degrés ou 4. Les prix alimentaires qui explosent, des régions entières qui ne peuvent plus nourrir leur population avec ce qui pousse chez elles. Et la viande, parlons-en. Le bœuf, c'est le champion toute catégorie de l'empreinte environnementale. On cite souvent ce chiffre de 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de bœuf. Faut nuancer, une grosse partie de cette eau, c'est la pluie qui tombe sur les prairies, pas de l'eau qu'on pompe directement. Mais même en nuançant, l'empreinte reste colossale. 15 mètres cubes d'eau pour 1 kilo, contre 4 pour du poulet, ou 0,3 pour des légumes. Et au-delà de l'eau, il y a un calcul absurde. On fait pousser des plantes parfaitement comestibles. On les donne à manger à des animaux et on mange les animaux, en perdant 90% des calories au passage. Nos descendants trouveront peut-être ça aussi bizarre que nous, on trouve bizarre de jeter la moitié de nos courses. En 2126, la viande redeviendra probablement ce qu'elle était avant l'industrialisation. Un truc rare, cher, qu'on mange de temps en temps. Le quotidien, ce serait des légumineuses, des protéines, d'algues, peut-être de la viande cultivée en labo. Et des insectes. Oui, des insectes. Ça dégoûte aujourd'hui, mais quand tu as le choix entre un grillon grillé et rien du tout, le grillon passe mieux. Les insectes, ça dégoûte, mais ça nourrit. Imagine la table en 2126. Il y a plus de mangue de Pérou, plus de café à volonté, un pain local. Une pâte à tartiner à la base de pois chiches, un porridge de céréales rustiques, un fruit de saison du coin. Le luxe, au XXIe siècle, ce serait pas le dernier smartphone. Ce serait d'avoir de quoi manger, varié et équilibré. L'assiette se vide, le monde rétrécit, mais le pire, ce n'est pas ce qu'on perd. C'est ce qui revient, parce que pendant qu'on s'enquête dans notre petit déjeuner, quelque chose se réveille sur la glace. Le permafrost, c'est un sol qui est resté gelé en permanence depuis des milliers d'années, des fois des dizaines de milliers d'années. C'est un congélateur géant qui se détend sur des millions de kilomètres carrés à travers la Sibérie, le Canada et Alaska. Et dans ce congélateur, il y a tout ce qui est mort là-haut depuis très longtemps. Des plantes, des animaux, des bactéries, des virus, tout ça piégé dans la glace, immobile, endormi. Et le problème, c'est que quelqu'un est en train de débrancher le congélateur. L'Arctique se réchauffe 2 à 4 fois plus vite que le reste de la planète. Et quand le permafrost commence à fondre, ce qui était enfermé depuis des siècles refait surface. Sibérie, été 2016, canicule, des températures largement au-dessus de la normale. Le sol dégèle en profondeur. Et des carcasses, des rennes, enfouies depuis des décennies, remontent à la surface. Avec elles, un passager clandestin, le béquille de l'anthrax, la maladie du charbon, des spores qui dormaient dans le sol depuis 75 ans, probablement depuis la mort d'un renne en 1941. Pendant 75 ans, ces spores ont attendu dans la glace, patiemment. Et quand la glace a fondu, elles se sont réveillées. Le bilan, 2000 rennes mortes,
96 personnes hospitalisées et un garçon de 12 ans décédé. Un enfant tué par un microbe sorti du passé. Un microbe que personne n'attendait parce que personne n'imaginait que le sol pourrait fondre autant aussi vite. Et l'anthrax, c'est un germe qu'on connaît, qu'on sait traiter. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? En 2015, des chercheurs français ont décongelé un échantillon de permafrost sibérien, vieux de 30 000 ans. À l'intérieur, ils ont trouvé un virus géant. Et quand ils l'ont mis en contact avec les amibes en laboratoire, il les a infectés. 30 000 ans dans la glace. Et il marchait encore. Heureusement, ce virus-là ne s'attaque qu'à des organismes microscopiques, et pas à nous. Mais ça prouve un truc assez flippant. Des virus peuvent survivre des millénaires congelés, et rester fonctionnels, comme si de rien n'était. Bon, ce qui sort de la glace, c'est une menace. Mais pendant qu'on regarde le nord fondre, il y a un autre truc qui bouge, plus discret, plus petit, et qui descend pas du pôle. Il monte des tropiques. Le moustique tigre, originaire d'Asie du Sud-Est. Il a profité des hivers de plus en plus doux pour s'installer confortablement en Europe. Aujourd'hui, il est présent dans 13 pays européens et il transporte avec lui des maladies comme pensées réservées aux tropiques. La dengue, le chikungunya, le Zika. Des cas autochtones de dengue apparaissent désormais en France et en Italie. Pas des voyageurs qui ramènent la maladie, des gens piqués chez eux, dans leur jardin, par un moustique local. Des maladies tropicales chez toi, entre le barbecue et les tendoirs à linge. Le monde d'avant, c'était les microbes qui restent dans leur zone. Le monde d'après, c'est les microbes qui voyagent avec la température. La glace fonde, les moustiques montent, et nous, on est au milieu, face à tout ça. La chaleur, l'eau qui manque, l'assiette qui se vide, les maladies qui reviennent. Qu'est-ce qu'on peut faire encore quelque chose? Certains ont une idée. Et si on refroidissait la planète par nous-mêmes? L'idée, sur le papier, elle est presque insuffisante. On injecte des particules de dioxyde de soufre dans la stratosphère à très haute altitude, et ces particules reflètent une partie de la lumière du soleil avant qu'elle n'atteigne le sol. En gros, on met un parasol à la Terre. Ça imite ce que font les grosses éruptions volcaniques. Quand un volcan crache des tonnes de soufre dans l'atmosphère, la température mondiale baisse de quelques dixièmes de degrés pendant un an ou deux. L'idée, c'est de faire pareil, mais exprès, et on continue. Ça s'appelle la géo-ingénierie solaire. Et dit comme ça, on se dit pourquoi on ne le fait pas. Parce que le problème, c'est pas de commencer, c'est d'arrêter. Si tu pulvérises du soufre dans la stratosphère pendant des années et que du jour au lendemain tu t'arrêtes parce que t'as plus les moyens, parce qu'il y a une guerre, parce que le gouvernement a changé d'avis, le climat repart d'un coup. Toute la chaleur que tu masquais revient en quelques mois. C'est comme enlever la couette en plein hiver, sauf que c'est à l'échelle de la planète et que personne n'a le temps pour s'adapter. Et même si tu continues, ça règle pas le reste. L'océan continue de s'acidifier. Le cycle de l'eau reste perturbé. Le CO2 est toujours là. Tu traites le symptôme, pas la maladie. C'est un peu comme prendre du paracétamol pour une infection. La fièvre baisse, mais le microbe est toujours là. Et puis, il y a la question politique. Qui décide de la température de la Terre? Un pays installe son parasol. Un autre perce plus de moussons. Qui contrôle le thermostat? Qui est responsable quand ça tourne mal? La géo-ingénierie, c'est pas juste un problème scientifique, c'est un problème géopolitique. Et on a déjà du mal à se mettre d'accord sur les émissions de CO2, alors imaginez un accord mondial sur le thermostat planétaire. La plupart des scientifiques sont clairs. La géo-ingénierie, c'est le dernier recours absolu. On n'y touche que si on a tout essayé avant. Et le levier numéro 1, celui qui marche vraiment, c'est pas de mettre un parasol, c'est réduire ce qu'on envoie dans l'atmosphère. Pas de solution miracle, pas de bouton magique, juste nous, nos choix, et ce qu'on décide d'en faire. On revient à la bouteille, au début de cette vidéo. Je posais cette demi-bouteille sur la table et je te dis que c'était peut-être tout ce que tu auras pour la journée. À ce moment-là, ça te paraissait absurde. Maintenant, tu sais pourquoi ça l'est pas. Tu sais qu'un degré de plus, c'est une éponge atmosphérique qui se vide d'un coup et qui noie des villes entières. Tu sais que 97% de l'eau potable de la planète est inutilisable et que le demi % qui reste est en train de se faire contaminer par le sel. Tu sais que 3 céréales nourrissent l'humanité et que chaque degré leur coûte jusqu'à 10% de rendement.
Tu sais qu'un enfant de 12 ans est mort en Sibérie à cause d'un microbe sorti de la glace. Et tu sais que mettre un parasol à la planète, c'est pas une solution. C'est un pari. En 2023, les chercheurs ont fait le compte sur les 9 limites planétaires. C'est ça qu'il ne faut pas dépasser pour que la Terre reste vivable pour nous. 6 sont déjà franchis. 6 sur 9. On est en terrain inconnu. On avance sans carte. Il y a une métaphore que j'aime bien. Le monde, c'est une cuisine. Tu peux nettoyer le plan de travail, tu peux récurer les casseroles, tu peux ranger les placards, mais tu peux pas remettre la viande dans la vache. Certaines choses sont irréversibles. Des espèces éteintes, des glaciers fondus, des forêts primaires brûlées. Ça, c'est parti. On les récupère pas. Mais chaque dixième de degré qu'on évite, ça compte. Chaque dixième de degré, c'est des villes qui gardent leur eau, des récoltes qui tiennent, des maladies qui restent où elles sont. C'est pas rien. Il faut qu'on soit clair sur un truc. On ne sauve pas la planète. Elle s'en remettra. Elle a survécu à des astéroïdes, à des aires glaciaires, à des extinctions massives. La Terre n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Ce qu'on sauve, c'est notre place dessus. Cette bouteille, elle est toujours là sur la table. Et ce qu'on décide d'en faire maintenant, c'est ce qui détermine si elle reste une métaphore ou elle devient notre quotidien. Et comme toujours, entraîne ton cerveau et à la prochaine.